ferme les yeux. Juste une seconde. Un homme de 75 ans, malade. Un cancer qui le dévore de l'intérieur silencieusement, cruellement. Il vient de passer 12 mois entiers dans une cellule à Coléa, 35 km d'Alger, pour ceux qui ne connaissent pas. 12 mois sans sa famille, sans son bureau, sans écrire une seule ligne. Et le jour où les portes s'ouvrent, le jour où il respire l'air libre pour la première fois depuis 1 an, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui? Non. Il embrasse les siens? Non. Il se soigne? Non. Il prend un avion pour Paris? Il signe un contrat avec le milliardaire le plus redoutable de France? Il empoche 1 million d'euros? Et il débarque sur le plateau de la chaîne de ce milliardaire pour annoncer au monde entier qu'il va traîner l'Algérie devant la justice internationale. Ouvre les yeux maintenant et pose-toi une question, une seule. Qui est vraiment cet homme? Un martyr de la liberté d'expression ou une munition soigneusement façonnée pour frapper l'Algérie là où ça fait mal? Cette vidéo va te répondre, pas avec des opinions, pas avec des émotions, avec des faits, des dates, des chiffres, des noms et des contradictions que les grands médias t'ont soigneusement cachées. Et quand tu arriveras à la fin, tu ne regarderas plus jamais cette affaire de la même façon. Jamais. Avant qu'on plonge, dis-moi en commentaire d'où tu nous suis. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Sénégal, Tunisie, Royaume-Uni, États-Unis. Écris ton pays, écris ta ville. Parce que cette histoire te concerne directement, où que tu sois sur cette planète. Et si c'est la première fois que tu passes ici, abonne-toi. C'est l'endroit où tu as les deux côtés. Pas un, les deux. Acte 1. L'homme derrière le symbole. Quand les médias français te parlent de Boualem Sansal, voilà ce qu'ils te montrent. Un écrivain, un intellectuel, un palmarès littéraire impressionnant. Et c'est vrai, je ne le nie pas. Mais c'est la moitié de l'histoire. Et une moitié d'histoire, c'est bien plus dangereux qu'un mensonge franc. Parce qu'une moitié d'histoire te donne l'illusion de savoir, alors qu'en réalité, tu ne sais rien. Alors, voilà l'histoire complète. Pas la version raccourcie, pas la version arrangée. L'histoire complète. Boualem Sansal, né le 15 février 1949 à Tegnet El Had, dans la wilaya de Tissemsilt. Ce n'est pas un fils de révolutionnaire. Ce n'est pas un fils de moudjahid. C'est un fils de la classe moyenne algérienne, ordinaire, solide, tranquille. Il fait ses études d'ingénieur à l'École nationale polytechnique d'Alger, puis un doctorat en économie, et ensuite des années, des décennies entières comme haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérienne. Un technocrate, un bureaucrate, un serviteur de l'État algérien. Voilà qui il était avant que les médias français le découvrent. Et puis, à 50 ans, en 1999, il fait quelque chose que personne n'attendait. Il publie un roman chez Gallimard, Le Serment des barbares. Un roman noir, brutal, sur l'Algérie de la décennie noire. Et immédiatement, 2 prix. Le prix du premier roman, le prix Tropique. Du jour au lendemain. Sansal existe dans le monde littéraire. La suite est impressionnante et je vais te la donner sans la minimiser. En 2008, Le village de l'Allemand, un roman qui explore les liens entre le nazisme et l'islamisme, courageux, intellectuellement audacieux, le genre de livre qu'on n'écrit pas pour plaire. On l'écrit parce qu'on a quelque chose à dire. Et en 2015, Le sommet 2084, La fin du monde. Un roman dystopique directement inspiré d'Orwell, grand prix du roman de l'Académie française, plus de 350 000 exemplaires vendus. L'un des écrivains francophones les plus importants de sa génération. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Et pendant tout ce temps, il vit en Algérie, à Boumerdès. Il critique le pouvoir algérien, il critique l'islamisme, il dérange, il bouscule, et il est respecté pour ça, même par ceux qui ne partagent pas ses positions. Parce que son œuvre est forte, son talent est réel. Ça, je ne te le cache pas. Mais, et ce mais va tout changer. Ce n'est pas là que s'arrête l'histoire. Maintenant, accroche-toi bien à ce que je vais te dire. Parce que c'est ici que tout bascule. Depuis des années, pas depuis des mois, depuis des années, quelque chose glisse chez Sansal. Lentement, presque imperceptiblement. Comme une dérive qu'on ne remarque pas sur le moment, mais qui, quand on prend du recul, saute aux yeux. Ses interviews migraient.
De moins en moins dans les cercles littéraires qui l'ont construit, de plus en plus sur les médias de droite dure française. CNews, Le Figaro Magazine, Valeurs Actuelles. Ses analyses sur l'islamisme, qui étaient littéraires, nuancées, complexes, se transforment en slogans. Des slogans qui ressemblent trait pour trait, mot pour mot, à ce que sortent Éric Zemmour et Marine Le Pen dans leurs meetings. Et là, observe le glissement précis. Il ne critique plus l'intégrisme, il critique les musulmans. Ce n'est pas la même chose et tout le monde le sait. Il ne critique plus le pouvoir algérien, il critique l'Algérie elle-même. Pas le gouvernement, pas le régime, l'Algérie, le pays, le peuple. Voilà ce que ça donne concrètement. Un écrivain algérien qui démarre sa carrière en racontant la souffrance de son peuple, qui gagne des prix pour avoir mis des mots sur l'horreur de la décennie noire, et qui, 25 ans plus tard, se retrouve sur les plateaux de l'extrême droite française à affirmer que des villes algériennes appartiennent au Maroc. 25 ans. Le même homme. Deux trajectoires radicalement opposées. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? C'est la question centrale de toute cette affaire. Et dans cette vidéo, tu vas avoir la réponse complète. Octobre 2024. Sansal accorde une interview aux médias d'extrême droite français Frontières. Et dans cette interview, il prononce des mots précis, des mots choisis, des mots qui vont tout faire basculer. Je te les donne tels quels, mot pour mot, parce que tu dois les entendre exactement comme ils ont été prononcés, sans filtre, sans interprétation, sans édulcoration. Il dit « Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. Toute cette région faisait partie du royaume marocain. » Voilà, c'est dit. Maintenant, laisse ces mots atterrir. Ferme les yeux et pense à Tlemcen, la ville des Zianides, la perle du Maghreb, la ville d'Ibn Khaldoun. Une cité fondée au 8e siècle, quand la plupart des capitales européennes n'existaient pas encore. Une ville où des générations entières d'Algériens ont vécu, ont aimé, ont combattu et sont morts pour qu'elle reste ce qu'elle a toujours été. Algérienne. Pense à Oran. 2 millions d'habitants. La ville d'Ahmed Zabana, le premier martyr guillotiné par la France coloniale en 1956, a 27 ans. 27 ans. Guillotiné pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons libres de respirer, de parler, d'exister. Pense à Mascara, la ville natale de l'émir Abdelkader, l'homme qui a tenu tête à la puissance coloniale française pendant 17 ans. 17 ans de résistance. L'homme qui incarne à lui seul l'idée même de souveraineté algérienne. Et maintenant, imagine un homme, un Algérien, qui monte sur un plateau d'extrême droite français et qui dit que ces villes ne sont pas algériennes, qu'elles sont marocaines. Qu'est-ce que tu ressens? Ça, c'était le premier niveau. L'émotion, le viscéral. Ce que tu ressens quand tu entends ces mots sur Tlemcen, sur Oran, sur Mascara. Mais il y a un deuxième niveau. Et celui-là est beaucoup plus important. Parce que celui-là, c'est le timing. Juillet 2024. 3 mois avant cette interview, Emmanuel Macron reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Officiellement. Publiquement. Sans ambiguïté. C'est un tournant géopolitique majeur. La France, l'ancienne puissance coloniale, prend parti pour le Maroc sur la question la plus explosive du Maghreb. La réaction algérienne est immédiate. Rappel de l'ambassadeur à Paris. Pour la première fois depuis l'indépendance, tu mesures le poids de ça. Et le Maroc, galvanisé par cette reconnaissance, lance une offensive diplomatique tous azimuts. L'objectif, redessiner les frontières du Maghreb, remettre en question l'héritage de la décolonisation, transformer l'Algérie occidentale en territoire revendiqué. C'est exactement dans ce contexte précis, cette fenêtre diplomatique précise, que Sansal déclare que Tlemcen et Oran sont marocaines, sur un média d'extrême droite, en reprenant mot pour mot les thèses du lobby marocain à Paris. Alors je vais te poser la question que personne ne pose. Est-ce une coïncidence?
Un écrivain algérien, une interview à l'extrême droite française, 3 mois après la reconnaissance du Sahara marocain, en reprenant les revendications territoriales marocaines sur le sol algérien. Est-ce vraiment une coïncidence? En géopolitique, les coïncidences n'existent pas. Elles ont des noms, elles ont des motivations et elles ont des commanditaires. Maintenant, question légitime. Est-ce qu'un citoyen a le droit de dire des choses fausses sur l'histoire? Juridiquement, dans un système idéal de liberté d'expression, oui, absolument. Ce droit existe et il doit être protégé. Mais il y a une différence fondamentale entre un citoyen qui se trompe dans un café et un intellectuel de renommée mondiale qui monte sur un média diffusé dans 30 pays pour remettre en cause l'intégrité territoriale de son propre pays au moment exact où ce pays est attaqué diplomatiquement de toutes parts. Ce n'est plus de la liberté d'expression, c'est un acte politique. Et les actes politiques ont des conséquences. Acte 3. L'arrestation. Et ce que les médias français t'ont soigneusement caché. 16 novembre 2024. Boualem Sansal atterrit à l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. Et à sa descente d'avion, immédiatement, il est arrêté. Procédure pénale ouverte. Article 87 bis du Code pénal algérien. Atteinte à l'intégrité du territoire national. Placement sous mandat de dépôt. Voilà ce que les médias français t'ont dit. Et ils ne t'ont pas menti, c'est exact. Mais ils t'ont donné la moitié du dossier. Encore une fois, la moitié. Parce qu'il y a un deuxième chef d'inculpation. Et celui-là, 90% des personnes qui ont suivi cette affaire de près ne le connaissent pas. Pas parce qu'il n'existe pas, il existe, il est documenté, mais parce que les médias français ne l'ont pas couvert, ou l'ont enterré dans un paragraphe en bas de page que personne ne lit. Le deuxième chef d'inculpation, intelligence, avec des parties étrangères. Selon le journal algérien Enahar, les enquêteurs ont trouvé dans la messagerie personnelle de Sansal des échanges avec 2 ambassadeurs de France successifs en poste en Algérie. 2, pas 1, 2. Des échanges contenant des informations qualifiées de sensibles, à caractère sécuritaire, à caractère économique. Des informations qu'un citoyen algérien, quel qu'il soit, écrivain, fonctionnaire ou simple particulier, n'est légalement pas autorisé à transmettre à une puissance étrangère. Je te laisse absorber ça. 2 ambassadeurs. Des données sécuritaires et économiques. Transmises à la France. Prends le temps qu'il faut. Donc, 2 ambassadeurs de France. Des sujets de sécurité et d'économie. Dans la messagerie personnelle d'un écrivain algérien. Maintenant, je veux que tu fasses un exercice mental. Retourne la situation. Complètement. Imagine un écrivain français. Il vit en France, il échange des informations sensibles avec l'ambassadeur de Russie à Paris, et ensuite il va sur une chaîne de télévision russe pour déclarer que la Bretagne n'est pas française, qu'elle devrait revenir au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe? Les médias français parlent de liberté d'expression, ou ils parlent de trahison. Tu connais la réponse, il est arrêté en 24 heures. Aucun débat, aucune larme, aucune résolution du Parlement. Mais quand c'est l'Algérie qui défend son territoire, c'est un scandale. Quand c'est l'Algérie qui applique sa loi, c'est de l'autoritarisme. Le double standard est assourdissant. Assourdissant. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Sansal est d'abord placé au pavillon pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Pacha, parce qu'il est malade, parce qu'il est fragile, parce que l'État algérien tient compte de son état de santé. Puis transfert à la prison de Koléa. Et là, la machine médiatique française s'emballe. En quelques jours seulement, tous les plateaux de télévision française parlent de Sansal. Macron prend la parole et déclare que l'Algérie entre dans une histoire qui la déshonore. Le Parlement français vote une résolution. Et en janvier, le Parlement européen se réunit, 26 pays, et adopte une résolution exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de Sansal. 26 pays, mobilisés, en urgence. Maintenant, je vais te donner un chiffre. Un seul. Et ce chiffre va tout révéler sur l'hypocrisie de cette mobilisation. Combien de résolutions le Parlement européen a-t-il voté pour les journalistes palestiniens tués à Gaza depuis octobre 2023? 0. Plus de 100 journalistes tués. Documenté. Vérifié. 0 résolution.
Mais pour un écrivain emprisonné en Algérie, 26 pays se lèvent en urgence. Ne me parle pas de défense des droits de l'homme, parle-moi de géopolitique. Parce que c'est exactement ce que c'est. Et il y a encore un fait que tu dois connaître. La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, Manon Aubry, ont refusé de voter cette résolution au Parlement européen. Ils ont dénoncé publiquement une instrumentalisation politique. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? Des insultes. Honteux, complices, lâches. Toute la classe politique française leur est tombée dessus. Parce qu'en France, quand tu refuses de taper sur l'Algérie, tu deviens un traître. Dis-moi en commentaire, tu savais ça? Tu savais que même des élus français avaient vu clair dans cette manœuvre et qu'ils avaient payé le prix de leur honnêteté? Dis-le-moi. Et dis-moi depuis quel pays tu suis cette histoire. Parce que chaque commentaire, chaque pays, Chaque ville, c'est cette vidéo qui va plus loin, qui touche quelqu'un de plus, qui avait besoin de l'entendre. Acte 4. Le mystère de la nationalité française. Ce que je vais te dire maintenant va changer complètement ta lecture de cette affaire. Et une fois que tu auras vu ça, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. En 2024, quelques mois avant son arrestation, Boualem Sansal est naturalisé français. Mais pas par une procédure administrative classique. Pas un dossier déposé en préfecture, pas une commission qui examine le cas. Non. Sa naturalisation est accordée personnellement par Emmanuel Macron, en cérémonie officielle. Le président de la République française en personne lui remet la nationalité française. Maintenant, regarde la chronologie. Accroche-toi bien. Étape 1. Macron naturalise Sansal. Étape 2. Sansal accorde une interview à un média d'extrême droite en reprenant les thèses territoriales marocaines. Étape 3. Sansal rentre en Algérie. Étape 4. Sansal est arrêté. Étape 5. La France brandit sa nationalité française toute neuve pour exiger sa libération immédiate. Est-ce que ça ressemble à une coïncidence? Est-ce que ça ressemble à un enchaînement fortuit? Je ne dis pas que c'est un complot, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis que les faits sont là, que la chronologie est là et que la chronologie parle d'elle-même avec une clarté troublante. On lui donne un passeport, il dit ce qu'il dit, il rentre, il est arrêté, et la France crie au scandale en agitant ce passeport. Mais il y a encore autre chose, un fait que les médias français n'ont presque jamais mentionné ou mentionné en passant furtivement comme si ça les gênait. L'avocat désigné pour défendre Sansal depuis Paris, maître François Zimeret, déclare publiquement que son visa pour l'Algérie lui a été refusé parce qu'il est juif. Tollé international immédiat. L'Algérie accusée d'antisémitisme. Le mot circule, les plateaux s'emballent. Sauf que le recteur de la grande mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz, dément catégoriquement. Et surtout, il révèle un détail capital que personne ne voulait mettre en avant. C'est Gallimard qui a désigné Zimeret comme avocat de Sansal. Pas Sansal lui-même, l'éditeur, pas l'accusé. Pose-toi une seconde sur ce détail. Un accusé a le droit fondamental, universel, inaliénable de choisir son propre avocat. C'est la base de tout état de droit. Ici, c'est une maison d'édition parisienne qui choisit l'avocat à la place de l'homme qui est en prison. Et quand cet avocat ne peut pas entrer sur le territoire algérien pour des raisons que personne n'a véritablement élucidées, l'Algérie se retrouve accusée d'antisémitisme devant le monde entier. Tu vois le mécanisme? Chaque obstacle devient une arme. Chaque difficulté administrative devient un scandale médiatique international. Et dans chaque scandale, l'Algérie est toujours la coupable. Toujours. Acte 5. Le procès. 20 minutes pour 1 an de crise. 13 mars. Tribunal de Dar el Beida. Le monde entier regarde. Le procès dure 20 minutes. 20 minutes. Laisse ce chiffre atterrir. 4 mois de crise diplomatique internationale, 26 pays mobilisés, des dizaines de résolutions, des milliers d'articles de presse, des heures et des heures de plateaux télé, et le procès lui-même dure 20 minutes. Voilà ce qui s'est passé pendant ces 20 minutes. Boualem Sansal choisit de se défendre seul. Il refuse tout avocat. Il se lève, il regarde le tribunal et il assume. Il ne nie pas ses propos.
Il dit qu'il relève de la liberté d'expression. Il conteste la qualification pénale. Et il parle avec une dignité que je dois reconnaître, quoi que je pense de ses choix. Quoi que tu penses de cet homme, il a du courage. Il ne se cache pas derrière un avocat. Il ne pleure pas, il ne supplie pas. Il assume. Et c'est précisément cette dignité qui le rend redoutable. Parce qu'un homme digne, même quand il a tort, est toujours plus convaincant qu'un lâche qui a raison. Toujours. Les chiffres maintenant. Le 20 mars, le parquet requiert 10 ans de prison ferme et 1 million de dinars d'amende. Le 27 mars, le verdict tombe. 5 ans de prison ferme, 500 000 dinars d'amende, environ 3 500 €. Chef retenu, atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à l'intégrité du territoire, outrage à corps constitué, 5 ans, pas 10. Et ce chiffre n'est pas anodin. C'est un message. Un message subtil mais lisible pour qui sait lire. L'Algérie condamne, mais elle ne brise pas. Elle dit « Tu as franchi une ligne, mais je ne te détruis pas. » La porte reste ouverte. En appel le 24 juin 2025, le procureur remonte à 10 ans. Et le 1er juillet, la Cour d'appel confirme 5 ans, pas 10. La porte reste ouverte encore une fois. Et pendant tout ce temps depuis sa cellule, Sanzal reçoit le prix mondial Cino del Duca de l'Académie française, 200 000 €, un geste de soutien massif du monde littéraire français. Et je ne vais pas le nier, cet homme malade emprisonné a reçu des marques de solidarité extraordinaires, réelles, puissantes. Mais ces marques venaient d'un seul camp, le camp français, et elles servaient un seul objectif, un seul pas, 2 pas, 3. Transformer Sanzal en symbole, en martyr, en arme. Acte 6. L'Allemagne entre en scène et la France est humiliée. Ce moment précis de l'histoire, tu dois le comprendre. Parce que c'est lui qui révèle absolument tout. Pendant Rance réclame la libération de Sanzal. Macron parle. Le Parlement vote. Les diplomates s'agitent dans tous les sens, les communiqués pleuvent, les déclarations s'enchaînent, et le résultat, rien. 0. L'Algérie ne bouge pas d'1 millimètre, la France, avec tout son appareil diplomatique, toute sa puissance médiatique, toute son influence européenne, obtient 0. Et puis, novembre 2025, un homme décroche son téléphone et appelle Tebboune. Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas un ministre français. Ce n'est pas un émissaire de l'Union européenne. C'est Frank-Walter Steinmeier, le président de l'Allemagne. Un pays qui, officiellement, n'a rien à voir avec cette affaire. Et Steinmeier dit à Tebboune, je te cite mot pour mot, « J'ai demandé à mon homologue algérien de gracier Boualem Sansal. Ce geste serait l'expression d'un esprit humanitaire et d'une vision politique éclairée, reflétant ma relation personnelle étroite avec le président Tebboune et les excellentes relations entre nos deux pays. » 48 heures plus tard. 48 heures, pas un an. Le 12 novembre 2025, Tebboune accorde la grâce présidentielle. Sansal est libéré, transféré en Allemagne pour recevoir des soins. Maintenant, prends le temps de mesurer ce que ça signifie vraiment. La France hurle pendant 365 jours. Elle n'obtient rien. L'Allemagne passe un seul appel, elle obtient tout. En 48 heures. Pourquoi? La réponse est simple. Mais elle est brutale. Brutale pour la France, et je vais te la donner sans l'habiller. L'Allemagne n'avait pas trahi l'Algérie. L'Allemagne n'avait pas reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Allemagne n'avait pas laissé ses plateaux de télévision insulter l'Algérie pendant des mois. L'Allemagne n'avait pas arrêté un employé consulaire algérien en violation flagrante de la Convention de Vienne. L'Allemagne avait fait quelque chose de simple, de fondamental. Elle avait maintenu avec l'Algérie des relations de respect mutuel. Pas de condescendance, pas de leçons, pas de trahison. Et le respect en géopolitique, c'est la seule monnaie qui ne se dévalue jamais. Peu importe les crises, peu importe les tensions, peu importe les années qui passent. Le respect, ça reste. Et quand on a besoin, il est là. Le Monde l'a résumé en un titre. Un seul titre qui dit absolument tout.
L'Allemagne, le médiateur qui sauve la face de Paris et d'Alger. Lis ce titre une deuxième fois. Sauve la face de Paris. Pas la victoire de Paris, la face. Parce que Paris n'avait rien à revendiquer et tout le monde le savait. Et 6 jours plus tard, 6 jours seulement après sa libération, le 18 novembre, Boualem Sansal est reçu à l'Élysée. Par Macron, en personne. La photo existe, elle circule. Macron serre la main de Sansal, souriant. Le sourire du président qui accueille un homme libre. Le sourire de celui qui a gagné. Sauf que Macron n'a rien gagné. Il n'a rien obtenu pendant 1 an. C'est Steinmeier qui a passé l'appel. C'est Steinmeier qui a trouvé les mots. C'est Steinmeier qui a obtenu la grâce en 48 heures. Et Macron, lui, il sourit pour la photo. La politique, c'est aussi ça. L'art de s'attribuer les victoires des autres avec le sourire. Dis-moi en commentaire ce passage sur l'Allemagne, tu le savais? Tu savais que ce n'est pas la France qui a libéré Sansal? Que c'est un président allemand qui a fait ce qu'un président français n'a pas réussi à faire en 365 jours? Dis-le-moi. Et si tu ne le savais pas, pense à toutes les personnes autour de toi qui ne le savent pas non plus. Ton ami, ta famille, ton collègue qui ne suit que BFM. Partage cette vidéo avec eux. Parce que la vérité ne circule pas toute seule. Elle a besoin de quelqu'un pour la pousser. Et ce quelqu'un, c'est toi. Acte 7, le million d'euros et la machine Bolloré. On arrive au cœur de tout. Le moment où cette affaire cesse d'être une histoire judiciaire et devient quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus dangereux. 12 mars 2026. 4 mois après sa libération, Boualem Sansal quitte Gallimard. Laisse ce mot atterrir. Gallimard. L'éditeur qui l'avait publié pendant 27 ans, depuis son tout premier roman en 1999. L'éditeur qui s'était battu pendant un an entier pour le faire sortir de prison. Antoine Gallimard avait mobilisé ses réseaux personnels. Il avait alerté les médias. Il avait poussé le gouvernement français à agir. 27 ans de fidélité littéraire. 1 an de combat acharné pour sa liberté. Et Sansal part. Il part chez Grasset. Alors maintenant, je dois te dire qui est Grasset. Parce que Grasset n'est pas une maison d'édition ordinaire. Grasset appartient au groupe Louis Hachette. Louis Hachette est contrôlé par Vivendi. Et Vivendi, c'est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré. Si tu ne connais pas cet homme, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Alors je vais te le dire, clairement, sans détour. Bolloré est le milliardaire le plus puissant de France en matière d'influence médiatique. Pas économique, médiatique. Il contrôle CNews, la chaîne condamnée à plusieurs reprises par le régulateur français pour manque de pluralisme, qui diffuse en boucle les thèses de l'extrême droite. Il contrôle Europe 1, l'une des grandes radios nationales. Il contrôle le Journal du Dimanche, il contrôle Fayard, la maison d'édition qui a publié les livres d'Éric Zemmour. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose dans ta tête. Ferme les yeux une seconde et visualise. Visualise un entonnoir. Un entonnoir noir, profond, immense. Tout en haut, un homme, un écrivain. En dessous, un livre. En dessous, une maison d'édition. En dessous, une chaîne de télévision. En dessous, une radio. En dessous, un journal. Et tout en bas de cet entonnoir, une opinion publique. Des millions de personnes qui reçoivent, qui absorbent, qui croient. Et cet entonnoir entier, du sommet jusqu'au fond, appartient à un seul homme, Bolloré. L'homme qui choisit ce qu'on verse en haut. L'homme qui contrôle ce qui sort en bas. Et c'est exactement cet entonnoir qui a fabriqué Éric Zemmour. Tu t'en souviens, Zemmour était chroniqueur au Figaro, un éditorialiste parmi d'autres. Bolloré l'invite sur CNews. Il lui donne un plateau, des heures d'antenne, des années d'exposition. Puis Fayard, la maison de Bolloré, publie Le Suicide français. CNews le promeut, Europe 1 en parle, le JDD l'analyse, et Zemmour passe de chroniqueur obscur à candidat à l'élection présidentielle française.
17% au premier tour. La machine avait fonctionné. Parfaitement. Méthodiquement. Et maintenant, la même machine se remet en marche. Même entonnoir, même mécanique, même architecture. Mais cette fois, la cible n'est pas l'immigration en général, pas une abstraction, pas un concept flou. La cible, c'est l'Algérie. Spécifiquement, nommément, frontalement. Alors comment ça s'est passé concrètement? Le Canard enchaîné a révélé les coulisses. Et voilà ce qu'il y avait dans ces coulisses. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République française, administrateur du groupe Lagardère, contrôlé par Bolloré, reçoit Sansal en décembre 2025, un mois après sa libération. Et Sarkozy lui pose une question. Le Canard enchaîné la cite mot pour mot. Sarkozy demande « Il te file combien chez Gallimard ?» La réponse « 100 000 euros. 100 000 euros d'avaloir pour le livre sur sa détention. C'est déjà une somme considérable. La plupart des écrivains français ne touchent jamais 100 000 euros pour un livre, jamais de leur vie. Bolloré a mis 1 million, 10 fois plus, 1 million d'euros. Télérama a confirmé le chiffre. Et le média d'investigation Blast est allé encore plus loin. Il a rapporté que Sansal a manœuvré stratégiquement, qu'il a laissé délibérément monter les enchères, qu'il a attendu qu'Arnaud Lagardère, le PDG du groupe, intervienne personnellement pour conclure l'affaire à 1 million d'euros. Et Jean-Yves Mollier, le plus grand spécialiste mondial de l'histoire de l'édition française, a tout mis à plat dans Télérama. Je te cite ces mots exacts parce que ces mots-là méritent d'être entendus tels quels. Il dit « C'est un homme qui a souffert. Il est allé en prison et ce qui lui est arrivé en Algérie est absolument ignoble. C'est un capital symbolique qu'ils viennent d'acheter. Et payer 1 million d'euros pour un capital symbolique très fort pour eux, ça ne représente rien du tout. C'est une goutte d'eau. Un capital symbolique. Relis ces deux mots. Bolloré n'achète pas un manuscrit. Bolloré n'investit pas dans la littérature. Bolloré achète un symbole, un homme, une souffrance, une histoire de prison, un cancer. Tout ce qu'il faut pour émouvoir, pour mobiliser, pour frapper. Une arme. Bolloré n'a pas acheté un livre, il a acheté une arme. Et cette arme a tout ce qu'il faut pour être parfaite. Un nom, un visage, un cancer et 12 mois de cellules. Tout ce qu'il faut pour toucher l'opinion publique là où elle est la plus vulnérable. Et tout ce qu'il faut pour frapper l'Algérie là où ça fait le plus mal. Le résultat a été immédiat. Sansal monte sur le plateau de CNews, la chaîne de Bolloré, et il déclare « J'ai été agressé par un gouvernement, par un régime. Je veux aller jusqu'au bout. Je veux un jour pouvoir aller à la justice internationale et demander des comptes au gouvernement algérien. » Sur la chaîne de Bolloré, pour le livre de Bolloré, avec le million de Bolloré. Et le 28 mars 2026, dans Nice Matin, il va encore plus loin. Il dit « Je n'ai pas été arrêté, j'ai été pris en otage. » Otage. Ce mot n'est pas choisi par hasard. Analyse-le une seconde. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a été jugé par un tribunal, qu'on soit d'accord ou pas avec ce jugement. Un otage, c'est quelqu'un qui a été kidnappé, séquestré, sans procès, sans loi. En utilisant ce mot précis, Sansal ne dit plus qu'il a été mal jugé. Il dit que la justice algérienne tout entière est illégitime, que le système judiciaire algérien n'existe pas en tant que système de droit. Et ce discours-là, il le tient sur les médias de l'homme qui vient de lui signer un chèque d'1 million d'euros. TSA Algérie, le média d'information algérien le plus rigoureux, a résumé tout ça en un titre, un seul. Parfait, Sansal rejoint sa famille politique. Pas un éditeur, pas une maison d'édition. Sa famille politique. Et Libération, le grand journal français de gauche, pas un média algérien, un journal français, a écrit noir sur blanc, en rompant avec son éditeur historique Gallimard pour rejoindre une maison liée aux milliardaires d'extrême droite, l'écrivain algérien naturalisé français fait un choix douteux qui entache son image. C'est Libération qui dit ça, pas Alger, Paris. Et Antoine Gallimard, l'homme qui l'avait publié pendant 27 ans, qui avait tout mobilisé pendant 1 an pour le faire libérer, a simplement dit qu'il apprenait la nouvelle avec tristesse et déception. 27 ans. 1 an de combat. Et à la sortie de prison, 1 million d'euros chez Bolloré. Mais maintenant, je veux que tu te souviennes d'un détail.
Un seul. Septembre 2025. Sansal est encore en prison. Le parti de Jordan Bardella veut le proposer pour le prix Sakharov du Parlement européen. Et la femme de Sansal refuse. Elle dit publiquement que c'est une démarche insidieusement partisane. Insidieusement, c'est-à-dire sournoisement hypocrite, calculée. En septembre 2025, la famille de Sansal refuse catégoriquement d'être associée à l'extrême droite. 6 mois plus tard, il signe avec Bolloré pour 1 million d'euros. Qu'est-ce qui a changé entre septembre 2025 et mars 2026? La liberté et 1 million d'euros. Maintenant, je vais te montrer le tableau complet. Parce que si tu ne vois que l'affaire Sansal, tu ne vois qu'un pixel. Un seul pixel sur un écran entier. Et c'est cet écran entier qui explique tout. Voici la chronologie complète de la crise franco-algérienne. Accroche-toi bien. Juillet 2024. La France reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Alger rappelle immédiatement son ambassadeur à Paris. Pour la première fois depuis l'indépendance, c'est la rupture. Nette, brutale, sans ambiguïté. Août 2024. La France arrête Issam El-Kadi, journaliste algérien, sous prétexte de complicité dans une tentative d'assassinat au Maroc. L'Algérie dénonce publiquement une manipulation, une fabrication. Septembre 2024. Un employé consulaire algérien est arrêté en France, maintenu en détention prolongée. L'Algérie dénonce une violation flagrante de la Convention de Vienne de 1963, le traité fondamental qui protège le personnel diplomatique et consulaire. Et pendant ce temps, les valises diplomatiques algériennes sont fouillées dans les aéroports français. Des valises diplomatiques, fouillées. Tu mesures le niveau de provocation? Novembre 2024, Sansal est arrêté à Alger. Décembre 2024, Tebboune prend la parole pour la première fois depuis le début de la crise. Il qualifie Sansal d'imposteur envoyé par la France. Et l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, est déclaré persona non grata après un reportage de France 2. Il quitte l'Algérie en avril 2025. Et pendant plus d'un an, il n'y a plus d'ambassadeur de France à Alger. Situation rarissime en diplomatie internationale. Presque sans précédent entre deux pays qui se prétendent partenaires. Janvier 2025, le Parlement européen vote sa résolution. 26 pays dressés contre l'Algérie. Novembre 2025, l'Allemagne obtient la grâce de Sansal en 48 heures. La France, elle, n'a rien obtenu en 12 mois. Février 2026, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur français, vient à Alger. Premier geste de dégel. Timide, fragile, incertain. Mars 2026. Sansal signe avec Bolloré, 1 million d'euros. Et les déclarations anti-algériennes commencent à tourner en boucle sur CNews. Voilà l'écran complet. Voilà ce que tu regardes vraiment quand tu regardes l'affaire Sansal. Pas une histoire de liberté d'expression. Une crise diplomatique totale, méthodique, construite, orchestrée, dont Sansal n'est que le dernier épisode visible. Et pendant tout ce temps, toute cette crise, toutes ces tensions, toute cette agitation française, que fait le reste du monde avec l'Algérie? L'Italie signe des accords gaziers, tranquillement, efficacement, sans leçon de morale. L'Espagne envoie son ministre des Affaires étrangères à Alger. L'Allemagne construit patiemment une relation de confiance et on a vu ce que ça donne quand on en a besoin. Et la France regarde par la fenêtre, impuissante, humiliée, prise au piège de ses propres choix, de ses propres provocations, de sa propre arrogance. Et maintenant, le livre arrive. Le livre de Sansal, chez Bolloré, va débarquer en librairie, probablement à l'automne 2026. Et l'automne 2026, ce n'est pas une date anodine. C'est exactement 1 an avant la présidentielle française de 2027. Avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, avec Bruno Retailleau, des candidats qui ont tous, sans exception, fait de l'Algérie leur épouvantail électoral préféré, leur repoussoir, leur carburant. Et Sansal va leur fournir exactement ce dont ils ont besoin, la matière première parfaite. Un livre, des émotions, une souffrance réelle, un cancer, une prison. Tout ce qui fait pleurer, tout ce qui fait réagir, tout ce qui fait voter.
Le million d'euros de Bolloré va générer des dizaines de millions d'euros de couverture médiatique gratuite. CNews, Europe 1, le JD, la machine entière va s'emballer. Et chaque heure d'antenne est une heure de plus contre l'Algérie. Gratuitement, massivement, sans contradiction possible. Ce n'est pas de la littérature, c'est de la munition. Et le champ de bataille, c'est l'élection présidentielle française. Alors partage cette vidéo. Envoie-la sur WhatsApp, envoie-la sur Messenger, envoie-la à quelqu'un qui n'a entendu que la version des grands médias français. Quelqu'un qui croit encore que c'est une simple affaire de liberté d'expression. Donne-lui les faits. Tous les faits. Parce que chaque partage est une réponse. Chaque vue est un contre-récit. Et cette guerre des récits, on ne peut la gagner qu'à une seule condition. Être plus nombreux à dire la vérité. Acte 9, ma lecture finale. 5 vérités que tu dois connaître. Je vais maintenant te donner ma lecture personnelle de cette affaire. Et je vais être totalement honnête avec toi, sans filtre, sans calcul, sans agenda. Parce que ce travail ne fait pas de propagande. Ce travail donne des faits. Et les faits ont plusieurs facettes. Si je t'en cache une seule, je ne vaux pas mieux que les médias que je critique. Alors voilà, 5 vérités. Les 5. Vérité numéro 1. La souffrance de Sansal est réelle. Un homme de 75 ans, malade d'un cancer, 1 an en prison. Et quoi que tu penses de ses propos, quoi que tu penses de ses choix, quoi que tu penses de ses millions et de ses plateaux télé, sa souffrance humaine, elle est réelle. Indiscutable. Un homme ne devrait pas souffrir dans une cellule à 75 ans avec un cancer qui le ronge. C'est un fait humain, pas politique, humain. Et le reconnaître n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté. Et l'honnêteté ici, c'est non négociable. Vérité numéro 2. Ces propos sur Tlemcen, Oran et Mascara ne sont pas de simples opinions historiques. Dans le contexte précis d'octobre 2024, 3 mois après la reconnaissance française du Sahara marocain, au moment exact où le Maroc lance son offensive territoriale, ces propos constituent un acte politique. Un acte qui sert directement les intérêts du lobby marocain à Paris et de la politique française anti-algérienne. Un intellectuel de cette stature, Grand Prix de l'Académie française, 350 000 exemplaires vendus, sait exactement ce qu'il dit. Il sait exactement où il le dit. Et il sait exactement à quel moment il le dit. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est un choix, assumé, délibéré. Vérité numéro 3. L'article 87 bis du Code pénal algérien est un outil juridique trop large. Je le dis clairement, et je sais que certains ne voulaient pas m'entendre dire ça. Cet article a été utilisé pendant le Irak pour emprisonner des militants, des journalistes, de simples citoyens qui n'avaient commis aucun acte violent. Aucun. Son application à un écrivain pour des propos, même des propos que je juge politiquement graves, pose des questions légitimes sur l'état de la liberté d'expression en Algérie. Et ces questions, l'Algérie doit les entendre. Pas parce que la France les pose, la France n'a strictement aucune leçon à donner à qui que ce soit sur ce sujet, mais parce que des citoyens algériens les posent. Et un pays qui refuse d'écouter ses propres citoyens affaiblit sa propre légitimité. C'est aussi simple que ça. Vérité numéro 4. La France a instrumentalisé cette affaire, du début à la fin, sans exception. La résolution du Parlement européen n'était pas un geste humanitaire. C'était un acte de guerre diplomatique, habillé en défense des droits de l'homme, mais diplomatique dans son essence, dans sa fonction, dans son objectif. La preuve, elle est simple, implacable. Si le Parlement européen se mobilisait vraiment pour les droits de l'homme, vraiment, pas en façade, il voterait des résolutions chaque semaine, contre la Chine et ses millions de détenus, contre l'Arabie saoudite et ses exécutions publiques, contre Israël et ses journalistes tués à Gaza. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que ces pays-là ont des contrats, des intérêts, des gazoducs, des alliances militaires. Il l'a fait pour Sansal parce que Sansal était utile. Utile contre l'Algérie, utile au moment précis où l'Algérie résistait à la pression française. Le double standard ne trève pas les yeux, il les brûle. Vérité numéro 5. L'opération Bolloré est une opération de guerre des récits.
Construite, financée, ciblée, 1 million d'euros. CNews, Europe 1, le JDD Grasset, l'Académie française, un livre à paraître à l'automne. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la littérature. Tout ça est pensé, structuré, financé avec une précision chirurgicale pour fabriquer une arme culturelle contre l'Algérie. À 12 mois exactement de la présidentielle française de 2027, avec des candidats qui attendent cette matière première comme de l'oxygène, ce n'est pas pour défendre la liberté d'expression. La liberté d'expression de Sansal ne valait pas 1 million d'euros à Bolloré il y a 5 ans. Pourquoi aujourd'hui? Ce n'est pas pour rendre justice à un vieil homme malade. Si c'était pour ça, on ne l'aurait pas transformé en bélier contre un pays entier. C'est une opération. Et Sansal a accepté d'en être l'instrument, contre 1 million d'euros. Je ne dis pas qu'il est un monstre. Je dis qu'il a fait un choix. Et ce choix a un prix pas seulement financier, un prix moral, un prix historique. Et l'histoire, elle ne s'achète pas. La vraie bataille est ce que toi tu peux faire. La vraie leçon de l'affaire Sansal, ce n'est pas celle que les grands médias français t'ont servi pendant 1 an. Ce n'est pas la liberté d'expression contre la dictature. Ce n'est pas le vieil écrivain courageux face au régime brutal. C'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus structurel, beaucoup plus dangereux. La vraie leçon, la voilà. Les guerres du XXIe siècle ne se mènent plus avec des tanks. Elles ne se mènent plus avec des missiles des frontières ou des soldats. Elles se mènent avec des livres, avec des chaînes de télévision, avec des millions d'euros soigneusement placés, avec des hommes réels, avec de vraies souffrances, de vraies histoires, qu'on transforme en symboles pour qu'ils servent de munitions culturelles, de munitions narratives. La plus efficace qui soit, parce qu'elle ne laisse pas de traces visibles. Elle laisse des opinions. Et dans cette guerre-là, l'Algérie a une vulnérabilité. Une seule. Mais elle est massive. Ce n'est pas son armée. L'armée algérienne est l'une des plus puissantes d'Afrique. Ce n'est pas son économie. L'Algérie a le gaz, elle a les ressources, elle a la position géographique. Ce n'est pas son gaz. Le gaz, tout le monde en veut. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne font la queue. La vulnérabilité de l'Algérie, c'est le récit. C'est le fait que la version française de l'histoire algérienne domine encore les écrans du monde entier. C'est le fait que quand Bolloré investit 1 million d'euros pour fabriquer un livre contre l'Algérie, un livre, une machine médiatique entière, des années d'exposition garanties. L'Algérie n'a rien d'équivalent pour répondre à la même échelle. Rien. Pas un livre. Pas une chaîne. Pas 1 million d'euros mobilisés pour raconter sa propre histoire au monde. Et ça, c'est la vraie faiblesse. Et c'est la vraie bataille. Sauf toi. Toi qui regardes cette vidéo en ce moment. Toi qui es en Algérie, en France, au Canada, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. Toi qui es dans un appartement à Lyon, dans une cuisine, à Montréal, dans un bureau, à Berlin. Toi et les 10 millions d'Algériens de la diaspora qui peuvent partager, commenter, expliquer, contredire et corriger le récit dominant. Voilà la réponse à la vulnérabilité. Voilà l'équivalent du million de Bolloré. La France a Bolloré. Elle a CNews, elle a Europe 1, elle a le JDD, elle a 1 million d'euros et un appareil médiatique complet, rodé, huilé, prêt à fonctionner 24 heures sur 24. Et l'Algérie, elle a quoi? Elle a la vérité. Elle a les chiffres. Elle a son histoire. Une histoire que personne ne peut réécrire, même avec 1 million d'euros. Et elle, toi. 10 millions de fois toi. 10 millions de voix dispersées sur toute la planète qui peuvent chacune, à leur niveau, dans leur cercle, dans leur langue, dans leur ville, corriger ce que Bolloré distord. Ce travail existe pour ça. Cette vidéo existe pour ça. Pas pour défendre aveuglément le gouvernement algérien. Je l'ai montré, j'ai dit ce qui devait être dit sur l'article 87 bis, sur le Irak, sur les questions légitimes de liberté d'expression. Pas pour faire de la propagande. La propagande, c'est donner la moitié des faits. Ici, tu as eu les 5 vérités. Toutes les 5. L'objectif, c'est simple. Donner à chaque Algérien, à chaque Algérienne, où qu'il soit, où qu'elle soit sur cette planète, toutes les cartes en main. Pas la moitié du jeu, le jeu complet.
pour que chacun puisse se forger sa propre opinion, lucement, lucidement, sans se faire manipuler ni par Paris, ni par personne. Et maintenant, je te demande 3 choses. 3. Pas 10, pas 5, 3. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous suis. Ton pays, ta ville. Parce que je lis chaque commentaire. Chaque commentaire. Pas les premiers, pas les plus likés. Chaque commentaire. Et chaque fois que je vois un nouveau drapeau algérien apparaître quelque part dans le monde, Melbourne, Sao Paulo, Stockholm, Dubaï, je sais que ce travail a du sens. Je sais qu'il atteint là où il doit atteindre. Deuxièmement, réponds à une question. Une seule. Est-ce que le fait que Sansal ait rejoint Bolloré pour 1 million d'euros change ta vision de cet homme? Oui ou non? Et surtout, pourquoi? Pas un mot, pas 2 mots. Explique-moi, argumente. Parce que je veux lire ta réponse, vraiment. Pas pour valider ce que tu penses, pour comprendre comment les gens raisonnent face à ces faits. Troisièmement, partage cette vidéo. Avec un ami, avec un parent, avec un collègue, avec quelqu'un qui n'a entendu que la version des grands médias français, quelqu'un qui croit encore que Sansal est simplement un martyr de la liberté d'expression victime d'un régime arbitraire, donne-lui les faits complets. Tous les faits. Les 5 vérités. Et laisse-le juger par lui-même. Parce que la guerre des récits, elle ne se gagne pas avec de l'argent. Bolloré a le million. Bolloré a les plateaux. Bolloré a la machine. Mais la vérité, elle n'a pas de prix. Et elle n'a pas besoin de machine, elle a besoin de toi. Elle commence ici. Elle commence avec cette vidéo. Elle commence avec toi qui la partage ce soir. Et elle ne s'arrêtera pas. Abonne-toi, active la cloche. Et reviens la semaine prochaine parce qu'on a encore beaucoup de vérités à démêler ensemble. Et crois-moi sur ce point, ce qu'on prépare pour le prochain épisode va te surprendre. Vraiment te surprendre. On se retrouve très vite.